Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. J'ai du mal à le dire universitaire. J'ai presque envie de recommencer mais on va pas recommencer. Bien content de vous retrouver en cette année 2025. Bonne année, meilleurs vœux. J'espère qu'on va avoir beaucoup de baseball intéressant dans toutes les catégories, on va dire universitaires au global, mais avant tout bien sûr en NCAA D1 baseball. C'est ce qui va nous prendre le plus clair de notre temps, c'est ce qui va nous intéresser le plus encore une fois cette saison. Et donc qui dit nouvelle saison dit forcément les previews, les choses qui ont changé, les choses à attendre, etc. etc. Donc on va avoir pas mal d'épisodes qui vont arriver d'ici le début de la saison. Il va falloir que je mette les bouchées doubles, comme chaque janvier depuis maintenant 2-3 ans. Et que je puisse vous proposer quand même un contenu assez quantitatif et si possible bien sûr qualitatif. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver bien sûr cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes de podcast préférées ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. C'est vrai que je ne suis pas très présent, même si là, vous l'avez peut-être remarqué, avec le mois de janvier qui est là et le mois de février qui arrive, je repointe le bout de mon nez un peu plus sur les réseaux sociaux, je repartage pas mal de choses avant de pouvoir partager mes propres choses. On va maintenant pouvoir commencer sans plus tarder. Allez, c'est parti. Et donc pour ce retour du podcast, pour cette arrivée en 2025, on va commencer par ce qui va nous intéresser en termes d'actualité. Comme vous le savez, il y a pas mal de remue-ménage, enfin peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous le savez, il y a pas mal de remue-ménage, et si vous ne le savez pas, on va en reparler très rapidement. Ça fait un petit moment maintenant qu'on a pas mal, on va dire, de procédures judiciaires, on pourrait dire ça comme ça si je traduis directement en français, visant la NCAA. Ça a commencé bien sûr avec tout ce qui s'est passé autour de la NAL, donc du droit à l'image et des revenus perçus par les étudiants athlètes vis-à-vis de ce droit à l'image. On a vu de plus en plus de demandes, par exemple aussi de pouvoir enlever toutes les limitations en termes de redshirt quand on fait un transfert, donc transférer d'une école à une autre, d'une fac à une autre. Là, on vient de voir récemment encore plus de liberté vis-à-vis des joueurs. Alors, des étudiants athlètes, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Voilà, c'est pas forcément. Je suis pas en train d'en parler pour vous donner une valeur de jugement, mais vraiment pour vous exposer les faits. On a vu par exemple notamment le fait que les transferts JUCO, donc vous savez les étudiants athlètes qui font 2 années de community college tout d'abord avant de pouvoir continuer leurs études au niveau donc de la fac, du cursus de 4 ans, n'ont plus de limite d'éligibilité. C'est-à-dire que quand ils finissent le JUCO, donc après leurs 2 ans de JUCO, ils peuvent commencer un cycle de 4 années en tant qu'athlètes si ce sont des étudiants athlètes. Ce qui ouvre encore plus de perspectives, ce qui recule encore plus de choses, notamment vis-à-vis de la draft. La draft, j'ai envie d'en reparler, on va en reparler dans quelques minutes, puisqu'on voit pas mal d'impact de justement toutes ces mesures, que ce soit en termes de rémunération via la NIL, via aussi un nouveau mode de rémunération qui va arriver, c'est-à-dire les revenus partagés entre donc la NCAA, l'organisation en tant que telle, et du coup les comités athlétiques, les comités on va dire directifs athlétiques, ce qui fait qu'ensuite l'argent va être déversé jusqu'au niveau des étudiants athlètes. Et on voit également aussi la mise en place, donc pour des sports comme les baseball c'est bien, pour d'autres sports qui ont déjà beaucoup de bourses, à voir comment ça va se passer, mais cette envie aussi d'augmenter le nombre de bourses pour les sports un peu plus modestes et d'avoir une limite à notamment 34 étudiants pouvant avoir la bourse. Au niveau du college baseball, je pense que j'en avais déjà parlé mais je vais le répéter, ils ont en général en moyenne entre 11 et 13 scholarships, donc 13 bourses à proposer par fac, pour faire grosso modo, puisque ça dépend bien entendu après du système dans lequel on est. Quand je dis le système, c'est-à-dire la conférence, de ce que les comités athlétiques de chaque conférence ont décidé, etc., etc., et ensuite de ce que les comités athlétiques de chaque fac décident en fonction de ce qui leur est reversé. Mais pour faire simple, ils ont à peu près 11 et quelques, on va dire 11 et quelques si on veut faire une moyenne, de bourses à attribuer par fac au niveau du baseball universitaire. Ce qui fait que quand on a des rosters d'une quarantaine d'équipes,
du quarantaine d'équipes, pardon, du quarantaine de joueurs. Bah, dis donc la reprise, bravo. Donc quand on a voilà, des rosters illimités qui sont prêts à exploser, même si là aussi on va revenir dans quelques secondes, ça va un peu changer, eh bien bah, on se retrouve avec une balance très déficitaire en termes de ce qu'on peut proposer à des étudiants. Là, en fait, ce qui est voulu, c'est de pouvoir augmenter complètement et de manière exponentielle quand il s'agit du baseball, à 34 bourses. 34 bourses proposables voilà, pour les facs, et notamment pour les plus grosses, après avoir au détail comment ça va se régler, notamment quand on pense entre encore une fois, les powerhouses, quand on parle de conférences, les mid-majors, comment les différents comités athlétiques vont se mettre d'accord, les directeurs, etc., au niveau des facs, et comment ça va être redistribué exactement. Mais en termes de potentiel, on aurait donc en fait 34 bourses allouables, et à ça s'ajoute aussi une limite, et ça c'est spécifique notamment au baseball universitaire, une limite dans les rosters à terme, hein, donc c'est pas pour le moment, mais à terme, à 34 joueurs. Pourquoi cette limite à 34 joueurs? Puisque comme je vous l'ai dit, on se retrouvait avec des effectifs assez pléthoriques, sachant qu'il n'y avait pas forcément de la place pour presque la moitié de ces joueurs-là. Quand vous avez plus de 42, 44, 45 étudiants athlètes sous votre coupe, notamment lors des scrimmages d'automne, bah, vous allez vous-même vous décider de faire des coupes en essayant d'être le moins extrême possible, puisque vous voulez toujours un peu assurer vos arrières vis-à-vis des blessures, etc. etc. Mais ce faisant, bah, vous privez par exemple des jeunes étudiants athlètes de développement au niveau des matchs, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à s'entraîner si possible avec l'équipe, mais ils ne vont pas jouer. Et voilà, ça équivaut à une année de perdu, à une année un peu redshirt entre guillemets. Et donc, bah voilà, il y a cette idée en fait de pouvoir proposer une limitation dans les effectifs, ce qui a amené pas mal de débats, et ce qui amène donc ce premier sujet dont on parle en ce moment, ce sont ces changements et ce qui s'est passé lors de la ABCA. J'ai toujours du mal à le dire, ABCA. Donc je vais rappeler c'est quoi la ABCA tout d'abord très rapidement. Donc cette organisation, comme je le dis chaque année maintenant, c'est la fameuse American Baseball Coaches Association. C'est en fait l'organisation la plus large hein, quand on parle de baseball amateur au niveau des coachs. Donc c'est une association de coachs et on y retrouve non seulement bien sûr des coachs de NCAA première division, souvent c'est un peu eux qui entre guillemets mènent la danse, même si on essaie d'être le plus équilibré possible, mais on voit également des coachs de deuxième division, de troisième division, d'autres organisations comme la NAIA, comme je vous en avais parlé, hein, il n'y a pas que la NCAA, il y a aussi la NAIA comme organisation de fac à cursus 4 ans. Et ensuite, il y a également bien sûr la NJCAA, NJCAA si on veut continuer sur l'anglicisme, qui est donc l'organisation principale des JUCO. Et celle-ci inclut 3 divisions, donc ces 3 divisions sont également comprises dans cette grosse association de coachs. Donc on a plus de 13 000 coachs de baseball, on va dire, amateurs, et notamment donc universitaires, qui se retrouvent. Là par exemple, ça s'est passé il y a quelques jours là à DC, hein, donc pas très loin de chez moi, où ils se retrouvent pour parler des choses qui comptent, de comment va se passer un peu, comment vont se dérouler soit les innovations, les nouvelles règles à implémenter, ce dont parle chaque organisation. Donc là justement avec la NCAA on parle forcément de l'actualité avec ces 34 bourses allouées et cette limite de 34 pourquoi pas dans les rosters, etc. etc. Et après on a des discours notamment des champions. Donc par exemple le coach champion de cette saison en termes de NCAA D1 baseball, donc le coach de Tennessee Tony Vitello, a donc fait son fameux discours, comme l'année précédente c'est Jay Johnson, etc. etc. Et ça ouvre en fait quelque part la saison en tant que telle. Et donc nous y voilà, cette année la réunion a été quelque peu mouvementée puisqu'il y a eu beaucoup de sujets à régler. Je vous ai parlé notamment de ces fameux lawsuits, donc de ces procédures judiciaires qui visent à implémenter et à augmenter et à garantir plus de solutions pour les étudiants athlètes. J'en ai parlé avec cette fameuse éligibilité, on va dire, étendue en termes de coach n'importe quoi. Vraiment, la rentrée c'est difficile. En termes de joueurs JUCO, qui donc peuvent maintenant faire leurs 4 ans dans une NCAA D1 après avoir transféré après leurs 2 années complètes de JUCO. J'espère que c'est bien clair. Et également, comme on l'a dit, cette fameuse augmentation des bourses, cette diminution des rosters. Et donc j'ai envie de finir sur cette diminution des rosters à 34 joueurs
ça serait en fait à terme. Pour l'instant, c'est pas encore officiel, et du coup, en fait, les coachs ont voulu anticiper au niveau du baseball universitaire en essayant un peu de quelque part tailler dans l'art. Hein. Désolé, j'ai pas d'autre expression qui m'est venue en tête. Je sais pas pourquoi c'est venu tout d'un coup. Ça va être mon côté franchouillard refoulé, mais de complètement en fait trancher et de voir en fait qu'est-ce qu'ils pourraient implémenter eux d'ores et déjà avant que cette fameuse règle arrive à terme. Et donc ils ont décidé de voter pour savoir quelle pourrait être une limite acceptable, notamment au sortir de ces fall, comment on appelle ça, de ces fall scrimmages, de ces entraînements d'automne. Ils ont décidé en fait notamment d'attribuer en fait une limite à 38 joueurs par roster, ce qui va permettre, donc 38 joueurs quand on commence les fameux fall scrimmage et compagnie, ce qui va ensuite permettre, lorsque l'on fait la coupe à 34 joueurs, donc ça serait, je pense la limite c'est au 1er décembre, quelque chose comme ça permettrait de, entre guillemets, ne couper que 4 joueurs. Permettre également à ces joueurs de pourquoi pas retrouver une autre fac si le besoin est, par exemple, aller dans une autre fac pour proposer leur talent ailleurs. Ça a été apparemment assez mouvementé, puisqu'il y avait des coachs qui étaient plutôt pour garder une limite à au moins 40 joueurs, puisqu'ils essaient toujours d'anticiper, comme je l'ai dit. Ça paraît beaucoup d'avoir 40 joueurs, et normalement c'est beaucoup, mais avec les blessures, etc., souvent ils sont obligés d'aller piocher assez rapidement dans leurs réserves. Et là, en fait, avec cette limite de 34, c'est à la fois bien, comme j'ai dit, en termes de bourse, puisque là, cette fois-ci, vous pouvez vraiment proposer un full, on va dire, à votre roster complet, potentiellement des bourses, ce qui a été quand même du jamais vu au niveau du baseball universitaire. Par contre, voilà, c'est à double tranchant dans le sens où, par contre, ça limite, entre guillemets, 34, ça reste assez confortable quand on y pense, mais voilà, les blessures sont vite arrivées, les Tommy John, surtout en termes de pitcher, de pitcher, exactement, ce genre de choses, les Tommy John arrivent assez fréquemment, de plus en plus malheureusement. Et on se retrouve avec beaucoup de freshmen qui doivent redshirt, et du coup il faut trouver d'autres solutions, rappeler d'autres joueurs dont on n'avait pas forcément envie de mettre directement sous le feu des projecteurs, et peut-être les développer en interne tout d'abord, etc. Donc voilà, il y a eu pas mal de coachs qui étaient toujours dans cette limite de 40, il y en avait d'autres qui voulaient se dire, puisque de toute façon au 1er décembre, on doit avoir une limite à 34 joueurs, autant implémenter dès l'entrée dans le fall practice cette limite de 34 joueurs, ce qui paraissait également peut-être limite. Et donc ils ont un peu coupé la poire en deux en décidant de, pour l'instant, implémenter cette idée d'avoir 38 joueurs par roster à l'entrée du fall practice. Ça va quand même, je sais que j'en parle beaucoup comme si c'était quelque chose d'impressionnant, et peut-être pour vous ça a l'air d'être des chiffres assez abstraits, mais c'est vraiment tout un fonctionnement, tout un pan du college baseball qui est en train d'être complètement refaçonné en fait en voyant cette situation-là, avec bien sûr les conséquences de tout ce qui arrive en termes de revenus qui arrivent de plus en plus au niveau des étudiants athlètes. Donc on continuera à en parler bien sûr au fur et à mesure de la saison, on va voir qu'est-ce que ça implique également à ce niveau-là. Mais donc c'était la première chose, le premier sujet dont je voulais parler, sur lequel je voulais revenir, puisque c'est l'actualité, et de ça en découle pas mal de choses, notamment, et on va reparler, tout ce qui s'est passé en termes de, on va dire, joueurs, que ce soit en termes de transfert, de classe de freshmen et de joueurs qui arrivent dans leurs années d'éligibilité vis-à-vis de la draft. On va en parler dans une deuxième partie, on va faire une petite respiration, petite respiration musicale, ça vous va ? Allez, je reviens. Et donc nous voilà de retour pour parler bien sûr de cette denrée. C'est triste de dire ça comme ça, c'est mal, mais les joueurs sont quelque part aussi cette denrée entre guillemets qui permet à la NCAA de pouvoir briller de mille feux, et c'est pourquoi toutes ces lawsuits arrivent quand même de manière assez juste pour la plupart des étudiants athlètes. Ils se disent qu'avec tous les millions et les millions qu'amasse cette organisation, ils devraient avoir leur mot à dire en termes de partage de revenus. Mais donc là on va faire un focus un peu plus sur les joueurs, en rappelant tout d'abord un contexte général qui va permettre de remettre un peu les bases de ce qu'on vient d'expliquer. Avec tout ce qui se passe en ce moment,
bah forcément, on se retrouve aussi à la croisée des chemins en termes de fonctionnement des étudiants athlètes, notamment au niveau du collège baseball. Comme vous le savez certainement, au niveau du collège baseball et notamment au niveau de la draft, les joueurs qui entrent en cursus universitaire, c'est-à-dire qui zappent par exemple la draft dès leur sortie lycéenne, parce qu'ils peuvent dès la sortie du lycée être draftés, lorsqu'ils zappent ce strapontin, ils ne peuvent plus être éligibles qu'à leurs 21 ans, qu'à leur 21e année, pour être clair. Vous savez, le cursus américain scolaire est spécifique et on peut avoir des jeunes qui commencent plus tard que d'autres, qui commencent par exemple à partir de janvier de l'année suivante par rapport à leur âge. Je sais que c'est un peu, comment on va dire, c'est un peu nuageux cette façon de parler, je sais pas comment le dire en français, désolé. Euh, un peu confus peut-être, mais c'est pour vous expliquer qu'on peut avoir du coup des freshmen qui arrivent et qui ont déjà 18 ans et demi et qui vont en fait sur leurs 19 ans sur le moment où ils commencent leur saison baseball freshman, alors qu'il y en a d'autres qui sont sur leur cursus normal, qui ont commencé en août, leur scolarité, qui donc ont poursuivi leur scolarité normalement, et qui vont donc avoir 18 ans sur leur année voilà, de première saison, on va dire, de baseball universitaire. Et du coup, bah, vous l'imaginez bien, ça change quand même pas mal de choses, parce qu'on peut avoir des joueurs qui vont avoir 21 ans l'année de leur année sophomore, alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir 21 ans que lors de leur année junior. Donc, ce qui fait qu'il y a des joueurs qui vont passer que 2 ans potentiellement de cursus universitaire, tandis qu'il y en a d'autres qui vont passer 3 ans. Et ça a toujours été un peu le jonglage pour les coachs à ce niveau-là. Mais on se retrouve justement avec toutes ces considérations monétaires, on va dire pécuniaires et compagnie, au niveau du paysage universitaire du baseball, avec de plus en plus cette idée que les joueurs sont prêts à lâcher la draft, même en étant draftés, s'ils ne sont pas draftés aussi haut et qu'ils n'ont pas réussi à négocier la partie du pool qu'ils peuvent négocier, bah, ils vont être prêts, pourquoi pas, à repartir pour une année supplémentaire à la fac, même si c'est une année senior, même si c'est plus, pour pouvoir continuer à engranger les revenus qu'ils peuvent engranger, que ce soit via leur droit à l'image ou via les revenus partagés comme ça va arriver bientôt. Et en plus de ça, bah, profiter de leur cursus universitaire pour montrer et solidifier leur stock de draft. Parce que c'est vrai qu'au baseball, contrairement à des sports par exemple comme le basket, on va bien aimer des joueurs très jeunes parce qu'on va se dire ah bah du coup il y a un gros upside, il y a peut-être un gros plafond à travailler quand ils ont 19 ans, alors que quand ils sont déjà 22-23 ans, ils sont peut-être plus confirmés mais leur plafond est plus bas entre guillemets. Au baseball, on va pas avoir cette idée ou cet état d'esprit-là, dans le sens où, comme je vous l'ai dit dans tous les cas, il y a ce fameux farm system, cette organisation dans les ligues mineures, et il y aurait pourquoi pas ce shift potentiel des franchises MLB qui pourraient se dire, bon bah, ce jour-là a décidé de continuer son cursus dans une fac réputée avec des coachs réputés, parce que les coachs de baseball universitaire sont réputés, sont très connus même des scouts et de l'univers MLB, et ils vont se dire, bah, au lieu qu'ils fassent ce développement dans les farm systems, même s'ils vont toujours vouloir les observer quand même un minimum dans les farm systems, attention, je ne dis pas le contraire, mais ils pourraient en fait se dire que ils continuent leur progression et leur consolidation de leurs acquis au niveau collège baseball. Quand ils sont draftés en tant que junior ou senior, ils arrivent pour 1 à 2 ans seulement au lieu des 2 minimum, voire 3, voire 4, voire plus dans les farm systems, si bien sûr tout se passe bien dans un monde idéal, attention. Et voilà, le gain de temps en termes de développement, surtout pour des franchises qui sont à la recherche de talents qui seraient à même d'aider à changer leur dynamique, pourrait être complètement bénéfique. Et donc moi je vous parle de tout ça pourquoi, puisqu'on a un exemple frappant, marquant, parmi les joueurs qui étaient même stars la saison dernière, qui ont été draftés mais qui ont décidé de revenir à la fac. L'exemple le plus prenant en fait c'est forcément Ryan Prager, l'ace de l'année dernière de Texas A&M. Il a connu les College World Series, il y allait même jusqu'en finale avec Texas A&M. Il a été ensuite drafté, peut-être pas aussi haut qu'il le souhaitait, peut-être pas avec la même rémunération qu'il aurait pu imaginer percevoir après sa grosse saison. Et donc il s'est dit qu'il allait revenir déjà pour tenter de clore un chapitre qu'il a certainement considéré comme non clos vis-à-vis de cette finale perdue face à Tennessee, mais également pour pouvoir continuer à travailler au niveau du collège baseball, parfaire cette saison encourageante après sa grosse blessure, et montrer encore plus aux scouts qu'il mérite d'être, pourquoi pas, être sélectionné beaucoup plus haut. Donc
Euh, Brian Prager va un peu highlight ces joueurs qui ont décidé de revenir. Je sais qu'il y a d'autres joueurs aussi qui sont dans la dynamique opposée, c'est-à-dire des joueurs qu'on pensait qu'elle allait drafter. Je me rappelle, il y a 2-3 joueurs de UVA, notamment UVA, qui a fait quand même un gros parcours, notamment grâce à ces joueurs. J'ai plus les noms, hein, je suis vraiment désolé. Vous me connaissez maintenant, moi et les noms, c'est toujours voilà, la cagade. Et comme je ne veux pas vous dire des faux noms ou mixer leurs noms entre eux pour faire un nom, je préfère juste vous dire que ce sont des joueurs de UVA, parce que je réécoutais même un podcast récemment qui parlait d'eux, où j'avais été surpris que même dans des tours assez loin, il n'ait pas été pris. C'est des infielders en plus pour la plupart. Mon dieu, les noms c'est incroyable. Mais bref, donc on voit avec ces joueurs-là en fait que ils n'ont pas été pris à la draft. Du coup, ils repartent pour une troisième ou quatrième année à UVA. Ce qui pour un coach comme Brian O'Connor, bah, c'est du pain béni, puisqu'il peut avoir un groupe encore plus expérimenté, encore plus qu'il ne l'est déjà. Bon, pourquoi pas retenter d'aller au College World Series, hein, et pourquoi pas faire même mieux. Et pour eux, ça va être l'occasion de prouver aux scouts MLB qu'ils ont eu tort de ne pas les mettre en avant et que du coup les franchises ont eu tort de passer leur tour vis-à-vis d'eux. Voilà, voilà. Donc on va voir ces cas de figure là et du coup on va peut-être avoir une tendance à voir des joueurs rester de plus en plus longtemps à la fac, quitte à aller en tant que senior vraiment se présenter à la draft. Voilà pourquoi je voulais vous faire un premier impact général. Et maintenant, on va faire du name dropping. Du coup, je vais pouvoir aller rechercher les noms dont je parlais pour UVA pour cette partie un peu plus name dropping. On va commencer crescendo. Je vais d'abord vous donner en fait les joueurs à suivre qui viennent du JUCO. Je vais vous en donner quelques-uns, vous dire un peu d'où ils venaient et puis profiter pour faire une petite pub sur le JUCO rapidement. Ensuite, on va parler des freshmen, des classes de freshmen qui sont intrigantes et intéressantes. Pour les freshmen, c'est toujours un peu plus difficile de vraiment vous dire quel freshman à suivre ou non, puisque ça va dépendre des coachs et ce qu'ils vont les intégrer. Vous pouvez avoir des freshmen super talentueux et qui vont être barrés par la concurrence à leur poste, par exemple. Je peux penser à un Paxton Kling qui du coup a été très décevant parce qu'il a peut-être été un peu overwhelmed, décontenancé ou dans une concurrence assez rude avec des joueurs beaucoup plus seniors que lui du côté de LSU, et du coup il a eu du mal à montrer ce dont on imaginait de lui. Et maintenant, lorsqu'on parle de draft, même la draft 2025, puisque je pense qu'il est déjà éligible, on parle pas forcément de lui tout en haut. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de garder ces noms dans un coin de votre tête, parce que ça va être des joueurs ou des noms dont on va entendre parler sur les 2 à 3 à 4 prochaines années en termes de college baseball. Et bien sûr, on va finir par les joueurs dont il faut s'intéresser pour la draft à venir, bien entendu. Et si c'est possible, là je le dis dans le podcast, mais j'en ai pas encore du tout parlé à qui que ce soit du côté de The Strikeout, mais si c'est possible et que j'ai le temps, j'essaierai de faire un petit article rapide qui va vous faire un petit top 10 des joueurs à suivre pour la draft, même si c'est un early top 10, puisque bien sûr avec la saison college baseball, et puis le baseball aussi lycéen à venir, ça peut bouger comme chaque année. Pardon. Et je pense que quand on aura fait tout ça, pour cet épisode de retour, on sera pas mal. Donc commençons par les JUCO. Pour les JUCO, je vais commencer par les lanceurs, les pitchers. Alors, il y a une belle classe comme souvent. Je sais que le joueur le plus réputé de ce que j'avais lu notamment sur D1 Baseball, c'est Cade Crossland. Alors c'est un lanceur gaucher qui vient du côté de Weatherford, JUCO, du côté de Texas. C'est un joueur qui l'année dernière avait 2.37 d'IRA. Il a réussi notamment sans strikeout en 68 manches. Je pense qu'il a gagné 9 matchs. Et donc voilà, il rejoint Oklahoma, et Oklahoma qui rejoint donc la SEC, et Oklahoma qui a déjà un très sympa roster en termes de pitching. Donc à voir ce qu'il va pouvoir faire. Je vais vous donner quelques autres joueurs, parce que là c'est le principal nom que j'ai envie pour vous d'enregistrer pour le moment. On verra après comment la saison avance. Il y a Mason Peters qui va aller du côté de Dallas Baptiste. Dallas Baptiste, attention, un très belle fac de baseball, je le rappelle à chaque fois. Là aussi un lanceur gaucher. Je sais qu'il a une balle rapide qui peut atteindre les 95 à 96, 97 miles par heure. Il a notamment fait du côté de Temple College, encore une fac de Texas, un JUCO de Texas. Il a fait de très très belles performances. C'est un joueur dont on parle plus de sa breaking ball en fait, du coup, que de sa balle rapide en soi, mais apparemment ce combo balle rapide plus breaking ball est assez létal.
Et ensuite, j'ai envie de vous parler de quelques joueurs, je vais vous donner quelques noms, ce sont surtout des noms de joueurs qui sortent de fac JUCO réputés. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est Luke Broderick, lanceur droitier pour le coup, qui va du côté de Nebraska. Lui vient de Iowa Western. Iowa Western, qui est une des facs de Midwest assez réputée en JUCO. On a ensuite Stephen Stahl qui rejoint Baylor. Baylor qui est quand même souvent en délicatesse en Big 12 et qui aurait bien... enfin, ça lui ferait du bien d'avoir quelques pitchers sur lesquels s'établir, dont ce lanceur gaucher qui vient de McLennan. McLennan qui est une fac très réputée au niveau de JUCO, qui est encore en JUCO World Series en NGCAA, enfin NJCAA D1 Baseball. Ensuite, j'avais vous parler de, comment il s'appelle, Clayton Freshcorn, qui vient du côté de Texas A&M, donc là encore un bras de plus intéressant pour Texas A&M dans son corps de pitching, dans ce corps de lanceur. Lui aussi vient de McLennan. Du côté de Tennessee, on a Brandon Arvidsson, le lanceur gaucher qui vient de San Jacinto qui est aussi une fac réputée au niveau du JUCO. Et j'ai envie de vous donner un dernier nom, et ce nom-là, c'est pas pour rien, il va du côté de Texas State, et son nom c'est Bryson Dudley, c'est un lanceur droitier, c'est peut-être pas le plus réputé, mais je voulais parler de lui, puisque je voulais faire aussi un shout-out à Blinn qui est aussi une fac texane, qui a donc remporté son premier titre JUCO, donc son premier titre NJCAA D1 Baseball. Donc voilà, bravo à Blinn. Et donc bravo à Bryson Dudley pour son arrivée du côté de la fac de Sunbelt. Voilà, donc je ne bombarde pas de noms, de toute façon on aura le temps, comme vous me connaissez maintenant, au fur et à mesure de la saison, en fonction des performances des uns et des autres, vous allez entendre de plus en plus parler de joueurs JUCO, surtout quand les mocks de draft ont commencé à poindre le bout de leur nez. Mais voilà, je voulais vous donner quelques noms. En passant, j'ai envie de rappeler, alors il y a, et on va parler d'un autre joueur français dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas, mais il y a un joueur français, j'avais lu un article sur la Fédération française de baseball qui doit aller jouer en JUCO cette saison du côté de Paris, au niveau du Texas justement, c'est Liam Navarro. Alors, l'article faisait mention du fait qu'il avait une bourse pour jouer en fait à l'automne, vous savez, à l'automne, que ce soit donc en baseball comme je vous l'ai expliqué, mais également dans les autres modes du college baseball, on a souvent les fall practice, et c'est là aussi où les coachs vont pouvoir faire leur roster. Et donc lui parlait du fait qu'il va rejoindre un contingent de 35 personnes, entre guillemets, de 35 joueurs, et ensuite l'objectif pour lui c'était de faire partie du roster de 25 pour la saison qui commence là cette semaine en fait, pour la NJCAA D1. Donc malheureusement moi j'ai aucun retour sur les joueurs français qui viennent jouer en JUCO, qui viennent jouer même plus haut, pourquoi pas. Donc malheureusement je peux pas vous en dire plus, j'ai juste un peu fouillé de mon côté pour au moins vous donner quelques joueurs français. Il y en a un autre dont on va parler dans quelques secondes qui est lui bien plus... on entend bien plus parler de lui ces dernières années puisqu'il a fait du bien du côté de Coaches. Et il a signé du côté de Arizona, c'est Mathis Meurant. Mathis Meurant, infielder, il est quand même à plus d'un mètre 90 si je dis pas de bêtises. Il arrive en tant que junior, en provenance bien sûr de Coaches. Et il a réussi à intégrer le roster de Arizona. Je rappelle que Arizona c'est quand même une des facs les plus réputées, une des facs historiques du college baseball, une des facs les plus titrées en soi. Donc il va pas n'importe où. Très très bien pour lui d'intégrer cette fac. Encore une fois, j'ai pas les actualités, donc je sais pas exactement où il en est, comment ça s'est passé pour lui le fall practice et compagnie, etc. Pourquoi pas à l'occasion, si je trouve par exemple son contact, essayer de le contacter pour voir s'il serait intéressé pour faire vraiment une interview, ce qui pourrait vous donner aussi quelque part un insight. Si ce n'est pas déjà le cas, peut-être qu'il aura déjà fait aussi une interview avec nos amis d'à coup sûr ou autre, parce que je sais qu'à coup sûr ils ont eu la chance de pouvoir interviewer pas mal de jeunes joueurs français quand ils sont passés du côté des États-Unis. Mais bref, donc voilà, un petit shout-out à Mathis Meurant avant de vous parler des joueurs dont je voudrais vous parler du côté des joueurs de position pour les joueurs de JUCO à suivre cette saison. Le premier joueur d'impact dont j'ai envie de vous parler, c'est facile pour moi de vous en parler parce que j'ai écouté un podcast où justement Brian O'Connor, le coach de UVA, annonçait un peu voilà son roster. Et bien c'est Chris Arroyo. Chris Arroyo, il vient de Pasco Hernando, du côté de la Floride, JUCO de Floride. Et en fait, sa particularité, c'est que c'est un two-way player. Ces fameux joueurs qui sont à la fois lanceurs et à la fois joueurs de champ, enfin joueurs de position.
Lui, il peut jouer notamment dans l'infield, hein, première base, hein, et il est également lanceur. Alors, de ce que j'avais entendu, je pense que l'idée, ça serait pour lui de pouvoir plutôt jouer en tant que joueur de position que lanceur. C'est ce que j'avais compris du podcast. Maintenant, ça va être à suivre sur la saison. Pourquoi pas, Brian O'Connor va se dire, bon, bah, pourquoi pas le tenter. Mais je sais qu'il avait eu quand même des pépins physiques et tout, donc euh, à voir ce qu'il va faire. Euh, tu- 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 pour vous donner un ordre d'idée sur ce joueur, à la base, quand il a commencé du côté de Florida. Et à Florida, il a d'abord fait que du pitching. Il était un pitcher lors de sa saison freshman en 2023. Il est ensuite parti du côté de Pasco Hernando, donc Community College. Là-bas, il a joué donc en two-way. Et en two-way, il a notamment réussi, malgré des blessures, 19 home runs avec une moyenne à la batte de .403. Alors, ça veut tout et rien dire puisqu'on reste quand même à un niveau de collège, on va dire entre guillemets inférieur, hein. Il y a du potentiel, attention, hein, j'essaie pas de vous dire que voilà ils sont nuls ou quoi que ce soit, mais ça reste inférieur en termes d'homogénéité puisque c'est justement très hétéroclite. On peut avoir des joueurs très très forts qui sont vraiment au-dessus de la masse et c'est pourquoi ensuite ils signent en NCAA DR Baseball. Mais en tout cas, voilà, ça montre que malgré tout, il a du potentiel. On parle notamment d'un joueur qui, en termes de grade, vous savez, pour les grades de scout, il est en 70. Hein, le grade, ça va jusqu'à 80, et en 70 en termes de puissance brute. Donc voilà, c'est un joueur à suivre. Ça sera plutôt du côté normalement de l'infield, hein, plutôt qu'en tant que lanceur, mais on va voir ce qu'il va pouvoir donner du côté de UVA. L'autre joueur dont on entend beaucoup parler, surtout récemment, c'est Cade Climby. Alors lui, il vient de la fameuse JUCO de Blinn qui a remporté le titre, hein, en JUCO, en NJCAA D1 Baseball. J'ai l'impression que je suis en train de me faire un gage en fait. Chaque fois, je m'oblige à dire NJCAA alors que je pourrais juste dire NJCAA. Mais bref, vous m'excuserez. Je sais pas pourquoi je me fais du mal comme ça. En tout cas, il arrive du côté de Houston, donc en Big 12, et c'était tout simplement le MVP des World Series. Il a réussi une saison à 20 home runs et 76 points produits, et il a eu une moyenne notamment là-bas de .394. Il a aussi été cet été dans la MLB Draft League. Ouais, c'est ça que j'avais lu dans les documents de D1 Baseball. Et là-bas, il avait quand même frappé à .352 en 19 matchs. Donc à voir, mais c'est un troisième base qui est... on fait la même taille. Il fait 6'2, donc 6'2 c'est à peu près 1m88, un peu moins d'1m90. Il est beaucoup plus costaud que moi, pour le coup, pour raconter ma vie. Il a tout 25, donc il doit être à 95 kilos, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement des données, mais c'est quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un beau bébé, comme on dit. Voilà, c'est le principal joueur avec Chris Arroyo dont je voulais parler le plus. Je sais qu'ensuite, on parle pas mal de Brent Ariadel, qui vient de New Mexico. New Mexico, mais la Junior College, hein, pas New Mexico, la fac de D1 Baseball. Et il va du côté de Arkansas. Arkansas aurait bien besoin de ces joueurs, parce qu'Arkansas, on a vu que dès que le pitching était un peu plus dans le dur la saison dernière, bah, il n'y avait pas assez de joueurs pour s'élever en tant que star de la frappe, on va dire. Et donc lui, il vient avec 25 home runs, 78 points produits, une moyenne à la batte de 441 en JUCO. Et il a aussi volé 24 bases. Donc attention, on a un joueur qui est capable de se frayer un chemin de différentes manières jusqu'au marbre, que ce soit par le vol, par son dynamisme en fait sur les bases, sa puissance qui lui permet aussi de produire du point pour les autres et pour lui-même. Donc voilà, on a potentiellement un joueur qui pourrait fit dans une équipe toujours expérimentée et bien placée, mais qui a du mal à retrouver des Robert Moore ou ce genre de joueurs qui individuellement peuvent porter aussi l'équipe. C'est un troisième base d'ailleurs, au passage. Je vais vous donner encore quelques noms à suivre. Alors, moi j'avais noté du côté d'Alabama, il y a Bryce Fowler, outfielder, à voir s'il va pouvoir faire montrer ce qu'il a montré en outfield, parce que c'est un outfielder très dynamique, très intéressant. Euh, du côté d'Oklahoma décidément qui a été actif, hein, du côté du transfert de JUCO. On a Dawson Willis qui vient de LSU Unis et
Brandon Kane qui vient lui de Gulf Coast, Mississippi. Et donc tous les deux rejoignent Oklahoma. Du côté de Maryland aussi, il y a un autre joueur de Pearl River, comme Bryce Fuller d'Alabama, qui va rejoindre Alabama. C'est Hollis Porter, le première base, qui va donc rejoindre Maryland. Donc content pour Maryland de voir qu'ils restent actifs après une saison très décevante, voir s'ils peuvent se relancer. Qui d'autre on pourrait parler. Je vais vous donner encore 2-3 autres joueurs. Iowa Western, je vous ai dit qu'il y a une belle factory entre guillemets. Et bien Oklahoma State récupère un de leurs joueurs en Braden Smith. C'est un outilleur aussi très intéressant. Florida State, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il récupère quand même Bladen Plain qui vient de Pensacola State, qui a été intéressant et qui peut surtout jouer sur plusieurs positions, notamment en première base et dans l'outfield. À voir ce qu'il va pouvoir transmettre et comment il va pouvoir transformer l'essai au plus haut niveau du college baseball. Et un dernier joueur, c'est un catcher dont j'ai envie de parler, puisqu'il rejoint Kansas, c'est Max Solis Jr. À voir le plan qui va être concocté pour lui du côté de la fac, donc de Kansas. Il vient de Chattahoochee Valley, et j'ai pas parlé de lui juste pour pouvoir prononcer Chattahoochee Valley, du côté de Tennessee, mais surtout puisque c'est un des rares catcheurs qui est vu comme un joueur d'impact JUCO en étant aussi haut placé, si je m'exprime ainsi. Donc voilà pour les JUCO. J'ai envie de passer maintenant aux classes de freshmen. Comme ces dernières années avec l'arrivée de la NIL et donc tous les changements qui ont été entamés sur ce début des années 2020 et qui continuent encore plus comme on l'a dit et répété dans ce podcast, il y a beaucoup de choses à voir quand on parle des classes de freshmen, puisque dorénavant on risque de voir des freshmen qui vont avoir envie quelque part de pouvoir goûter en fait au terrain le plus vite possible, surtout quand ce sont des freshmen cotés qui auraient pu par exemple céder aux sirènes de la draft MLB mais qui ont décidé de poursuivre leur commit ou leur commitment du côté de la fac dans laquelle ils atterrissent. Ça a un impact économique fort, puisque vous l'avez compris, avec la NIL, il est très important pour un freshman de se montrer à son avantage le plus rapidement possible. Et forcément, quand on a des programmes qui jouent la carte d'essayer de gagner le plus rapidement possible, et qui se retrouvent par exemple amputés de certains joueurs de grande classe qui sont par exemple partis à la draft ou autres, ou étant en fin de scolarité, on va dire la facilité c'est de chercher plutôt des solutions à court terme et d'aller chercher plutôt sur le portail des transferts. Mais comme vous l'imaginez, ça crée une sorte de cercle vicieux, puisqu'en faisant ceci, vous barrez la route à des freshmen au potentiel de temps en temps qui est très très fort, voire exceptionnel. Ces freshmen qui rongent leurs freins sur le banc, ou juste en termes de practice, qui ne font que du practice, qui ne jouent pas beaucoup, forcément ils n'ont pas une grande aura ou assez de visibilité pour pouvoir prétendre à plus de monnaie au niveau des droits à l'image, par exemple. Et on verra après comment ça se passe pour les partages de revenus, mais j'imaginerais que ça aurait une incidence de même dans le même ordre d'idées, pour faire simple. Et surtout, ça engagerait ces freshmen à se poser des questions. Et pourquoi pas à vouloir taper dans le portail des transferts plutôt, après à peine quelques mois ou un an de vie dans le collège dans lequel ils ont atterri à la base. Donc, quand on comprend tout ça, ces classes de freshmen risquent normalement d'avoir un impact plus important. Encore une fois, dans une idée économique de la chose, encore une fois, on va voir comment vont gérer justement les universités à forte réputation vis-à-vis de ces freshmen. Est-ce qu'ils vont céder justement à ce genre de sirène et un peu speed up le process et les voir, ou alors en tout cas mettre les freshmen de plus en plus tôt sur le terrain, ou est-ce qu'au contraire ils vont garder une approche plutôt traditionnelle, et dans ce cas-là on risquerait de voir un shift des puissances en termes de freshmen, puisqu'on pourrait voir de plus en plus de freshmen aller dans des facs peut-être un peu moins cotées, mais où ils auraient l'assurance de jouer. Et comme maintenant le transfert des portails est très permissif, ils pourraient pourquoi pas retransférer dans une fac de plus grande envergure lors de leur saison sophomore, voire junior par exemple. Donc voilà, encore une fois il y a beaucoup d'impact, mais là on va arrêter de parler d'impact et je vais vous donner quand même quelques noms. Déjà en termes de classe, avant de parler des noms en particulier, on va voir un peu les classes peut-être de freshmen les plus impactantes. Il n'y a pas un gros suspense, puisque j'en ai même parlé là sur Twitter, je pense hier ou avant-hier. J'ai donc
parler rapidement de LSU, parce que LSU est vu comme la fac ayant la classe de freshman la plus impactante, la plus forte potentiellement sur cette saison 2025. Mais vous vous demandez peut-être comment en fait on arrive à déterminer la puissance entre guillemets ou la force de ces classes freshmen. Je pense que je l'avais déjà expliqué, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. En fait, ce qu'il se passe, c'est que, vous le savez certainement, quels que soient les sports américains, dès le lycée, vous êtes noté, vous êtes scouté, vous êtes noté, et par exemple pour le baseball, il y a le fameux prep baseball qui propose en fait des classements, des rankings en fonction de ce qu'ils observent, de ce qu'ils scoutent sur les jeunes. Donc ils sortent très régulièrement un top 100 des prospects, on va dire, qui sont lycéens. Et à partir de ce top 100, voilà, on regarde le nombre de joueurs qui arrivent de ce top 100 dans la classe de freshman de telle fac. On calcule ensuite, pareil, cette force, on repart au top peut-être 200, 300, 500, etc., etc. Mais on calcule un peu dans le même système que par exemple pour les étoiles au niveau du football américain, on calcule un peu voilà, au prorata ce qu'on a par classe. Et c'est comme ça qu'on détermine tout simplement les classes plus fortes aux classes moins fortes et qu'on établit un classement. J'espère que c'est assez clair. Moi je pourrais pas faire prof de maths parce que j'ai l'impression que je suis pas très pédagogue dans ma façon d'expliquer, mais j'espère quand même que c'est assez clair. Mais donc, en ayant parlé de LSU en tête d'affiche de cette QV 2025, la première chose qu'on peut noter, c'est qu'en termes de conférence, il y aura toujours un déséquilibre dans le sens où les meilleures classes de freshmen font la part belle à la SEC et la ACC en grande majorité, puisque dans le top 10, je pense que doit y avoir seulement TCU et Indiana. D'ailleurs, j'étais surpris de voir Indiana, vous pouvez l'entendre à ma voix, qui sont dans ce top 10 et qui ne sont pas des facs de ces deux grosses conférences. Donc, je vais vous donner le top 10. LSU, comme je vous l'ai dit, est en tête. Ensuite, on retrouve Tennessee, une autre fac SEC. Après Tennessee, on retrouve Wake Forest. Ensuite, on retrouve Ole Miss. Ole Miss qui va d'ailleurs justement essayer de compter sur cette grosse classe de freshmen pour pouvoir retourner un peu cette pente glissante de ces dernières années depuis le titre de 2022. Ensuite, on va retrouver Stanford, qui est donc c'est vrai une Pac-12, mais feu Pac-12, et qui est du coup une ACC, et qui donc gonfle les stats de la ACC. Bien sûr, Stanford, on va en reparler, mais il y a un fameux joueur nippon qui est arrivé comme prévu. Ensuite, on retrouve UVA en 6ème position, la fac de Charlottesville, qui a toujours des grosses classes. J'ai écouté Brian O'Connor, mais lui, il tend à continuer cette idée de toujours mettre en place un développement des jeunes à leur sortie du lycée jusqu'à leur classe sophomore ou junior. Et donc, il continue un peu dans cet état d'esprit-là. En 7ème position, on retrouve Auburn qui va vouloir peut-être aussi repartir sur de nouvelles bases après une saison très 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 compliquée. En 8ème et 9ème position, elles se suivent sur les deux facs hors ACC et SEC, c'est-à-dire TCU et Indiana. Indiana, c'est intéressant puisque ça fait quand même quelques années qu'ils arrivent à récupérer des jeunes à fort potentiel. Ils ont d'ailleurs un jeune joueur qui n'est plus freshman et qui est parmi les grosses têtes d'affiche potentielles pour la prochaine draft. On va en reparler un peu plus tard dans ce podcast, bien sûr, je ne vais pas trop vous spoiler. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant que cette fac de Big Ten mette beaucoup de moyens dans cette idée d'essayer de récupérer des freshmen à fort potentiel. Et enfin, en 10ème position, qui ferme la marche de ce top 10, il y a Vanderbilt. Vanderbilt, c'est une fac habituée également dans son histoire récente, c'est-à-dire depuis les années 2000, à pouvoir récupérer des jeunes joueurs à fort potentiel. On les a souvent connus pour récupérer des gros potentiels en termes de lanceurs. Je répète à chaque fois, mais ils ont des noms connus et reconnus comme justement Walker Buehler qui a gagné les World Series et qui a été déterminant pour LA. Mais il n'y a pas que lui, Kumar Rocker, Jack Leiter pour les plus récents, David Price pour les plus anciens, etc. Bref. Et donc Vanderbilt ferme cette marche du top 10. Pour aller un peu plus loin, je peux même vous parler des quelques facs qui suivent. On a par exemple Florida State qui est en train d'amorcer un virage très intéressant après une première saison sous Lynn Jarrett très compliquée. L'alumni justement de cette fac a réussi à redresser la barre la saison dernière en faisant une très très grosse saison.
Et là, il récupère aussi des joueurs à très très fort potentiel, donc à suivre. Oklahoma State, c'est une fac habituée pour le coup de récupérer des freshmen très intéressants. East Carolina, c'est la même chose, mais c'est la première mid-major qu'on annonce. Mais c'est une mid-major qui a un poids, comme je vous dis assez souvent. East Carolina, c'est une mid-major qui a un poids assez conséquent et qui arrive souvent à récupérer, notamment en termes de lanceurs, des lanceurs très 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 intéressants. On a ensuite des facs comme Florida, Clemson, Arkansas, Louisville, Oregon State qui va avoir un statut particulier en tant que fac indépendante. Arizona, qui est une belle habituée de ce genre de classe. Kentucky aussi qui se place là-dedans, c'est aussi un virage bien amorcé depuis 2-3 saisons maintenant, où Kentucky aussi arrive à attirer de très bons jeunes joueurs. Texas, on y est beaucoup plus habitué. Mississippi State, c'est dans la culture, même si ça s'est un peu perdu, c'est un peu revenu, mais il y a toujours 2-3 gros joueurs en termes de classe freshman. NC State, on est un peu plus habitué. Duke, c'est aussi une fac qui arrive de plus en plus à récupérer des jeunes à très fort potentiel. Et Miami, pour le coup, on est bien habitué. C'est une fac qui joue beaucoup là-dessus, récupérer. On rappelle Daniel Covey, par exemple, la saison dernière. Il y a quelques saisons, il y avait Johan Morales. J'ai toujours du mal avec les noms, comme vous le savez. Il y avait aussi Walters, le lanceur de bullpen, pour ne citer que. Donc Miami, on est beaucoup plus habitué. Mais voilà, je vous ai donné entre 10, 15, 20, peut-être même plus, j'ai pas compté, de fac au final en termes de classe de freshman qui vont avoir un impact. Et maintenant, j'ai envie de vous donner quand même 2-3 noms. Je racle ma gorge en même temps. Tout d'abord, on va commencer par la première classe, c'est-à-dire LSU. S'il y a un nom à retenir, bon, c'est vrai qu'il y a quand même 3 gros joueurs normalement, mais s'il y a un nom à retenir, je dirais que c'est William Schmidt. William Schmidt, en fait, il a retiré son nom de la draft. Donc c'est un joueur qui était très attendu puisqu'il a voulu respecter son commitment du côté de LSU. C'est un lanceur droitier. Il a une balle rapide qui est jugée entre 93 et 98 miles par heure. Il a une change-up à 84 miles par heure. Une balle courbe à 85 miles par heure. Et avec un très très bon spin rate à développer encore plus. Donc c'est le gros joueur de LSU où on imagine qu'il pourrait avoir un impact instantané. Ensuite, je vais pas trop vous parler de Tennessee ou de Wake Forest puisqu'on va attendre un peu de voir parce que ce sont des joueurs qui vont se retrouver à des positions aussi qui sont assez chargées. Par contre, du côté de Ole Miss, comme j'ai dit, Ole Miss ils sont à un virage intéressant et récupèrent beaucoup de freshmen qui devraient avoir un impact assez important pour définir en fait la saison que va avoir Ole Miss. Le premier, c'est un lanceur, là encore une fois, c'est Cade Townsend. Cade Townsend, c'est un joueur qui, comment dire ça, ne paye pas de mine entre guillemets physiquement. Purement physiquement, c'est un joueur de moyenne taille quand on parle d'athlète américain. Il a une balle rapide qui va jusqu'aux 95 miles par heure. Il a une cutter aussi qui est très intéressante, qui va aux alentours de 88-90 miles par heure. Et puis il a une curveball et une change-up. Donc il a vraiment un arsenal très intéressant à bien sûr confirmer et développer lors de ces peut-être 2 à 3 années sous les ordres de Mark Bianco. J'ai aussi parlé d'un joueur, pour un joueur de position, pour pas parler que de pitcher, mais là j'ai envie de parler d'un shortstop, c'est Owen Payno. Alors, je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Ole Miss avait quand même un très gros prospect, un très gros joueur, Jacob Gonzalez. C'était un shortstop / troisième base, on va dire, qui avait une batte très importante, très intéressante. Owen Payno, lui, c'était le 6e joueur de position au meilleur classement, on va dire, au meilleur ranking de cette classe 2024 en termes de lycéen. Et c'est un joueur qui est vu comme étant un potentiel, peut-être pas un 5-tool, mais pas loin du 5-tool, on va dire. Il est très athlétique, il a un bras très intéressant, au niveau de la batte, il est aussi très intéressant. Donc voilà, c'est un joueur qui peut être un très gros joueur de ces 3 prochaines années au niveau du college baseball, donc pas forcément au niveau que de Ole Miss, mais du college baseball. D'ailleurs, Maggie Bianco est très intéressé, enfin très content d'en parler.
J'ai envie de passer directement à Stanford, parce que Stanford, on va pas faire de suspense, hein. Le joueur dont je vous parlais tout à l'heure, le joueur nippon, c'est bien sûr Rintaro Sasaki, le phénomène de high school, hein, un peu à la Shohei Ohtani, même si, encore une fois, moi je suis pas quelqu'un qui aime trop les comparaisons, même si j'en fais quand même malgré moi, puisqu'il faut toujours essayer de donner des valeurs ou des sortes d'échelles de ce qu'on connaît. Mais voilà, c'est le phénomène baseball lycéen du Japon qui a décidé de sortir de ce circuit traditionnel. Et donc, au lieu d'aller directement à la draft, bah, il a décidé de venir se préparer quelque part à une draft MLB en travaillant sous les ordres euh, de Dave Esker. Les noms, encore une fois, désolé. Euh, pour vous rappeler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu tous les records, notamment de Shohei Ohtani en termes de records lycéens. Il a eu, lors de ses années lycée, 140 home runs, donc c'est quand même pas rien. Euh, il n'est pas forcément grand, il est un peu costaud. Euh, Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment il va se comment on peut dire ça, s'adapter en fait, tout simplement au baseball américain. Parce que là, il va faire quand même une transition très brute, parce qu'il n'aura pas eu connu de baseball professionnel pour se mettre en jambe au niveau de la NPB. Là, vraiment, il va passer, certes, c'est pas le plus haut niveau américain, on parle de college baseball, attention, hein, mais c'est quand même un baseball très dynamique, très spectaculaire. Et ce qu'on va vouloir voir de lui, c'est pas seulement ce qu'il va être capable de faire à la batte, mais aussi ce qu'il va être capable de montrer défensivement, parce que c'est un joueur qu'on va vouloir aussi positionner quelque part. C'est difficile de juste voilà, drafter quelqu'un qu'on va se dire, oh, bah, voilà, c'est notre DH pour 10 ans. Non, non. Tu veux quand même avoir un minimum de garantie sur une position en particulier sur le terrain. Alors il va être première base, donc on va voir ce qu'il va être capable de faire et de montrer à ce niveau-là. C'est peut-être le l'axe qui va être le plus intéressant pour les scouts. Voir ce qu'il est capable en termes d'outils, hein, parce qu'on sait que la batte, normalement, en termes de puissance, c'est là. À voir comment ça se traduit au niveau universitaire américain, encore une fois. Mais c'est voilà, c'est montrer les autres qualités que l'on note lorsque l'on note en fait en termes de scouting les jeunes joueurs vis-à-vis d'une prochaine draft. Voilà, ces fameux 5 tools. Alors c'est pas un joueur 5 tools, attention, mais ce que je veux dire voilà, c'est est-ce qu'il va être capable de démontrer qu'il n'est pas juste une batte, mais qu'il a aussi par exemple un bras surpuissant en termes de lancer, ce qui pourrait couvrir pas mal de terrain, même si en première base il est quand même un peu plus tranquille voilà, à ce niveau-là. Et puis voilà, ça va être tout simplement la curiosité. Est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce qu'il va être dès le début un titulaire entre guillemets indiscutable? Ou est-ce qu'il va faire ses gammes un peu dans l'ombre de joueurs plus expérimentés? Même si c'est vrai que Stanford a perdu beaucoup de joueurs entre 2023 et donc 2025. On se rappelle que l'année dernière a été très compliquée, puisque justement ils avaient une transition très brute, très brutale. Donc à voir un peu ce qu'il va pouvoir faire, est-ce qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu, mais en tout cas c'est la grosse interrogation et c'est le gros intérêt de la ACC quand on pense à un joueur en particulier freshman. Un joueur aussi à retenir si on reste dans la ACC, ce côté de UVA. Alors ça va pas être un lanceur cette fois-ci, je vais vraiment rester sur un joueur de position. UVA a souvent eu sous ses ordres, on va dire, des joueurs dans la outfield très intéressants, même dans l'histoire récente. Et bien là, ils ont récupéré James Nunnally. James Nunnally, c'est un joueur dont on dit qu'il pourrait être la prochaine superstar de UVA en termes de joueur de position. C'est un joueur qui est très bon au niveau de la frappe. À voir ce qui va être capable de faire dès sa première année. C'est tout simplement un joueur qui normalement vous propose une régularité et une discipline à la batte très intéressante pour un freshman, plus de temps en temps un peu de pop, hein, un peu de puissance. Donc on va voir ce qu'il va être capable de montrer. En termes de défense, c'est un joueur aussi qui est assez voilà, très rapide, assez athlétique, et dont on espère qu'il va être capable vraiment de montrer un peu tout l'étendue de son potentiel. Et donc voilà, c'est un peu le joueur que je voudrais highlight pour finir un peu sur la ACC. Avant peut-être de vous parler d'un joueur, pourquoi pas, de Indiana. Indiana en Big Ten a récupéré 3 gros joueurs, on va dire. Et là, j'ai envie de vous parler d'un lanceur, c'est Brayton Thomas. Brayton Thomas, alors si je dis pas de bêtises, dans l'état d'Indiana en termes de high school, c'est le numéro 1, si on regarde prep baseball. Il a été capable de lancer jusqu'à 95 miles par heure,
Même si là, lors de sa sortie, lors des Fall, ce qui est écrit dans les Fall Reports, hein, lors de sa sortie à l'automne, il était plutôt dans les 91, 92, 93 miles par heure. C'est un lanceur gaucher, donc c'est toujours intéressant aussi d'avoir ce type de profil. Et ce qu'on attend de lui en tant que lanceur gaucher, hein, c'est aussi ce qu'il va être capable de montrer en termes de balles cassantes. Donc il a une slider qui va pour l'instant dans les 78, 79, voire 80 miles par heure. Et il a une curveball qui va à peu près dans les 72, 73, jusqu'à 75 miles par heure. Et une change-up qui va à peu près dans les 80 et quelques miles par heure. Donc il a l'air d'avoir un arsenal. Encore une fois, c'est brut, donc il va falloir le travailler. Et surtout, ce qu'on va attendre, c'est un développement pour avoir une fastball qui se situe au moins dans les mid-90s, une curveball qui se loge dans le upper 70s, par exemple, avec beaucoup de spin rate, c'est ce qu'on va beaucoup regarder. Et la slider, pareil, on va regarder aussi ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'il va avoir une slider qui tend plus vers la sweeper, ou est-ce que ça va être une slider un peu plus... comment on peut dire ça, traditionnel. Est-ce que également il va pouvoir donner un peu plus de célérité à cette slider, ou est-ce qu'au contraire il va jouer sur la déception entre guillemets de cette balle qui paraît assez lente pour une slider. Donc ça va être des choses à regarder, mais voilà, c'est le genre que je voulais highlight puisque c'est un joueur qui va être un peu en dehors on va dire des feux de projecteurs, je sais plus comment on le dit exactement, du feu des projecteurs, bref, mais qui va avoir une carte à jouer dans un roster que l'on connaît fort en termes de joueurs de position, peut-être un peu plus délicat en termes de lanceurs et de pitching staff en général. Donc voilou, je ne vais pas vous bombarder de 20 000 noms, puisque comme je le dis à chaque fois, de toute façon, au fur et à mesure de la saison, s'il y a des freshmen qui sortent du lot, on va forcément en parler. Mais voilà, c'est de quelques noms au moins à retenir au cas où, notamment Rintaro Sasaki, bien entendu. On va faire une petite pause, parce que depuis tout à l'heure, je racle ma gorge, donc j'ai bien envie de boire un peu d'eau. Et on revient dans quelques secondes pour finir en fait ce podcast sur quelques profils haut placés pour la prochaine draft 2025. A tout de suite. Et on va donc finir ce podcast par la partie la plus excitante, on va dire, de cet épisode de retour. C'est bien sûr de parler un peu des... bah dis donc, j'ai bu de l'eau mais ça n'a pas beaucoup aidé on dirait. Excusez-moi. Donc c'est de parler en fait de ces fameux potentiels choix et hauts choix de draft. Chaque année c'est la même chose, on s'extasie devant les prouesses de nos jeunes athlètes, que ce soit au niveau du lycée ou au niveau de l'université. Bien sûr, moi, comme je le dis à chaque fois, je n'ai aucun retour direct sur les joueurs lycéens. Je me renseigne un peu comme tout le monde, mais j'ai pas assez d'input. Donc je me focalise avant tout sur les prospects universitaires, parce que eux, je les vois, eux, je peux en parler avec un peu plus de, entre guillemets, de légitimité, si je puis me permettre. Mais voilà, on va donc détailler un peu, peut-être entre 5 et 10 prospects, peut-être les 5 à 10 plus hauts choix potentiels en pré-saison. Je rappelle comme à chaque fois, ça peut changer puisque ça va dépendre bien sûr de la saison de chacun. On a un ordre établi avec des joueurs qui paraissent vraiment des locks, mais encore une fois, tout va dépendre de ce qu'ils vont faire sur la saison et tout va dépendre aussi de ce que les gens qu'on attend peut-être moins vont faire également. C'est un peu le jeu des chaises musicales. J'ai envie de commencer sans plus tarder en vous détaillant tout simplement le top 5 à l'heure où on parle, le top 5 des joueurs universitaires, donc c'est pas le top 5 de la draft, mais le top 5 des joueurs universitaires en termes de potentiel pour la draft, pour être clair. Je n'ai aucun joueur lycéen dans mon top, encore une fois, donc c'est pas un top vis-à-vis de la draft, c'est pas une mock draft, etc. Décidément. En tout cas, pour commencer, tout en haut, on a sans surprise le fameux outfielder de Texas A&M, la star de Texas A&M, j'ai nommé JC Laviolette. Il formait un trio dantesque en 1, 2, 3, on va dire. C'est les 3 premières positions du line-up de Texas A&M, avec bien sûr Braden Montgomery et avec le freshman dont j'ai oublié le nom, comme d'habitude, Graovac, bien sûr. C'était la dynamique offensive claire, on va dire la traction offensive même de Texas A&M. Mais au-delà de ça, Jesse Laviolette, c'est un bel athlète, c'est un bel athlète. C'est un joueur qui, en termes de défense, peut vous proposer des actions de grande classe,
peut voler des home runs, comme on connaît ce genre d'action assez classe, c'est un joueur tout simplement voilà premium. Hein, on peut pas se cacher derrière ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a vraiment déjà montré. Jesse Laviolette, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il a continué ou s'il continue sa progression. Il y a plusieurs axes. Déjà au niveau de la batte, est-ce que ça va être vraiment un joueur entre guillemets injouable à la Dylan Cruz pour ne citer que lui, ou est-ce que ça va rester un joueur qui peut de temps en temps connaître des baisses de régime, je pense notamment en termes de strikeout rate. Si c'est un joueur qui nous montre que ça devient comment on peut dire ça, une sorte de all-around hitter, c'est-à-dire un frappeur qui peut à la fois être très 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 régulier, très discipliné, au niveau du college baseball bien sûr, je parle, hein, et capable bien sûr de toujours faire montre de puissance, on a déjà le SEC Player of the Year, j'ai envie de dire. C'est voilà, le ciel et sa limite entre guillemets pour cette troisième saison du côté de Texas A&M. Toutes les lumières, tous les yeux sont braqués sur lui. Donc ça va être à lui aussi de répondre présent, mais voilà, c'est le clair numéro 1 de cette QV en termes de joueurs universitaires pour les potentiels draft 2025. En deuxième position, on a le premier pitcher de cette QV de joueurs universitaires, en la personne bien sûr de Tyler Bremner. Alors ce nom-là, vous l'avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il a côtoyé les Team USA, notamment lors des tournois d'été. C'est un joueur qui a été un peu le porte-drapeau de ce qu'a pu montrer UC Santa Barbara la saison dernière du côté de la Big West, avec une très très grosse saison de cette fac. Et donc voilà, quelque part en tant que ace de cette fac, Tyler Bremner a été impressionnant. Il a réussi à terminer avec 2.54 d'IRA, 104 strikeouts et seulement 21 buts sur balle concédés en presque 89 manches. Donc c'est clairement le gros pitcher de cette QV, hein, le premier gros pitcher de cette QV. C'est un lanceur droitier. Voilà, j'ai pas envie de trop en dévoiler parce que là c'est vraiment un truc de pré-saison, on se met bien. Je vais pas vous en parler plus que ça, mais notez-le, Tyler Bremner, c'est le deuxième gros profil. Quand on parle de lanceurs, ce qu'on veut toujours voir, c'est s'ils sont capables de confirmer, si dans l'adversité ils sont capables de se reprendre. Par exemple, il y a 2 saisons, on a vu Chase Dollander avoir beaucoup de difficultés, mais il s'est repris. Dans un rôle différent, on a vu Chase Burns alterner le chaud en freshman, le froid en sophomore, puis sortir du bullpen, et redevenir le joueur dominant qu'il a été notamment en junior du côté de Wake Forest après son transfert. Dans le côté inverse, on a eu Josh Hartle qui a été très bon lors de ses 2 premières saisons, surtout sa deuxième saison en tant que sophomore, il était injouable. Et malheureusement, sa saison junior, il a dégringolé, et ce qui a fait que ses stocks de draft ont également dégringolé. Donc pour un lanceur, c'est toujours assez difficile, et c'est là qu'on va justement voir sa qualité mentale, sa qualité physique, etc. etc. Donc en tout cas, c'est le deuxième gros joueur, et j'ai envie d'enchaîner directement avec le troisième qui conclut ce top 3. C'est un autre lanceur, c'est la révélation du côté de Florida State, c'est bien sûr Jamie Arnold. Jamie Arnold a connu cette fameuse breakout year en tant que sophomore, puisque en freshman, dans une saison cataclysmique de toute façon pour Florida State, il a terminé avec 6.34 d'IRA, il avait lancé pour 44 manches, si je dis pas de bêtises, il avait fait quelques starts, hein. Il avait pitché dans 24 matchs, dont 8 starts. Mais voilà, il a été quand même, on va dire, balancé d'un côté et de l'autre avec un Lee Jarrett qui cherchait en fait à trouver ses hommes de base pour une saison suivante réussie. Et quand on dit réussi, pour le coup, ça a été plus que réussi pour Jamie Arnold, puisque en 2024, il termine dans la First Team All-American, la First Team All-ACC. C'est le Most Outstanding Player des Regionals de Tallahassee, que Florida State a bien sûr host. Il a été ACC Pitcher of the Week. Il a été justement avec l'équipe Team USA au niveau des joueurs universitaires. Il a été dans la liste des Golden Spikes, hein, donc dans les nominés. Il n'a pas terminé vainqueur bien sûr, mais il était dans les nominés. Il a terminé avec 11 victoires, 3 défaites sur 19 matchs où il a starté. Il a terminé avec un IRA de 2.98. Il a strikeout 159 personnes, enfin 159 batteurs en 105.2 manches lancées, avec 26 buts sur balle concédés. Il avait commencé l'année avec 24 manches, un tout petit peu plus, 24.1 manches, hein, sans concéder le moindre run mérité, le moindre earned run.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas quoi dire d'autre, hein. Je veux dire, ça a été exceptionnel, mais justement, comme ça a été un joueur qui a soufflé le froid dans une saison chaotique, donc saison chaotique au niveau collectif, puis quand ça a bien tourné, bah lui aussi a bien tourné, bah clairement cette saison junior, c'est la saison soit de la confirmation, soit malheureusement de la confirmation que c'était peut-être qu'une parenthèse. Donc ça lui nous montrait que ce n'était pas qu'une parenthèse. Il a quand même les outils, hein, d'après les fiches de scout, pour pouvoir montrer que ce n'était pas qu'une parenthèse. Mais on le sait, pitcher c'est très délicat. Déjà l'année dernière lors des collèges, pas forcément les World Series, mais je veux dire même le tournoi national, on l'a vu beaucoup plus en difficulté, même s'il s'en est quand même pas mal sorti au final, mais on l'a vu avoir des manches à rallonge, être mis en difficulté dès le départ lorsqu'il était agressé sur ses premières balles. Donc à voir, est-ce qu'il a pu travailler et corriger ça lors des entraînements de l'automne? Est-ce qu'il va revenir avec encore plus de certitude ou au contraire est-ce qu'il va revenir avec quelques doutes? C'est ce qu'on va voir, mais pour l'instant c'est le numéro 3 de cette cuvée de joueurs universitaires pour le potentiel draft 2025. Ensuite, on a un joueur qui a fait une saison freshman il y a 2 saisons exceptionnelles dans l'outfield de Clemson, c'est Cam Canarella. Il a eu une saison sophomore très très bonne, hein, mais forcément quand on a vu sa saison freshman, on a presque tendance à sous-estimer cette saison sophomore. C'est un joueur qui a une batte sûre, qui va devoir peut-être faire montre d'un peu plus de puissance encore pour vraiment rassurer les scouts. Mais pour l'instant c'est le numéro 4 hein, au niveau de ses potentiels drafts sortant du collège baseball. En numéro 5, on a le sophomore de North Carolina, c'est Luke Stevenson. C'est un catcher, si je me rappelle bien. Il a, dès sa saison freshman à North Carolina, montré qu'il était impactant des deux côtés de la balle, même si c'est vrai qu'en défense, il y aura peut-être quelques questions à se poser et sur lesquelles il faudra qu'il rassure en fait un peu son monde. Au niveau de l'offense, il a de l'offense au niveau du college baseball, mais encore une fois, pour les catchers, c'est un peu tricky, puisqu'on peut voir beaucoup de catchers entre guillemets offensifs. Mais lorsqu'ils sont draftés, on se rend compte que voilà, on va plutôt compter sur l'aspect défensif et ça va rester des catchers, c'est-à-dire que c'est une position pas forcément premium en termes d'offense. On n'attend pas d'eux qui terminent avec 30 home runs, 30 bases volées, etc., Bien sûr que non. Mais par contre, est-ce qu'il va être capable d'être consistant à la batte et montrer que si au college baseball il est consistant et puissant à la batte, c'est-à-dire que ça peut se traduire avec un rôle intéressant en MLB. C'est ce qui va en fait être la question pour lui, qui va pourquoi pas lui permettre d'être drafté assez haut. Un autre catcher qui est assez haut, qui est lui pour un pur slugger aussi, c'est Ike Irish. Lui, ça va être ses aptitudes de catcher qui vont être à revoir. Il est classé numéro 8 un peu dans ce classement des potentiels joueurs universitaires draftables en termes de draft 2025. Et donc entre Luke Stevenson 5e et Ike Irish 8e, on a la sensation de l'année dernière, Ava Arquette qui vient de Oregon State. Alors que pour accompagner Bazzana, on imaginait plutôt un Trent Carraway qui avait fait un très très bon début de saison, mais après ça a été plus compliqué avec des pépins physiques également. Ava Arquette a su montrer des choses très intéressantes, et en plus il a joué shortstop, donc c'est une position assez premium. Donc à voir, est-ce qu'il peut continuer à jouer en tant que shortstop, ou est-ce que voilà, ça va être plutôt un troisième base, ou au contraire un joueur de seconde base. À voir ce qu'il va pouvoir développer et faire montre, et en fonction il pourra rester assez haut dans ses potentiels drafts. Pour finir ce top 8, en 7ème position, on a le joueur de Tennessee, donc le champion Dean Curley. J'ai pas trop de choses à dire sur lui parce que c'est pas un joueur qui a été exceptionnel, mais il était dans la... Comment je peux dire ça, dans le bon sens du terme, il était dans la masse entre guillemets de Tennessee, hein, de tous ces joueurs de Tennessee qui ont contribué à un moment ou à un autre, sans être les stars en fait, à la Christian Moore par exemple, à la Blake Burke, etc. Donc à voir ce qu'il va donner. Cette saison, je vais avoir plus de temps de vraiment le regarder, puisque maintenant qu'il est vraiment scouté comme étant un haut potentiel de draft, ma raison de plus pour voir ce qu'il va donner. Et si on veut finir, pour terminer, on va faire un top 10. Tiens, on va s'arrêter à 10 pour cette fois-ci. On verra si on refera d'autres tops, que ce soit via le podcast, ou alors, comme j'ai dit en début de podcast, pourquoi pas faire un article du côté de The Strikeout pour détailler un peu plus, faire une sorte de too early prediction pour la draft 2025. Donc à voir. Mais en tout cas, en 9ème position, on a l'une des... je vais pas dire surprise, mais quelqu'un qui a bien su faire montre de ce qu'il a réussi à emmagasiner comme expérience du côté d'Oklahoma sur sa saison passée. C'est Kyson Witherspoon.
Donc je rappelle, à Oklahoma, il y avait deux frères Witherspoon, deux lanceurs. Et Kyson, c'était peut-être pas forcément le profil que l'on attendait à pareille fête. C'est-à-dire que là, en fait, bon, pendant la saison, il a bien joué comme son frère. C'était des joueurs de bullpen très intéressants qui, s'il le fallait, pouvaient faire des longues relèves. Mais là, en fait, cet été, il a réussi avec Team USA du côté des joueurs universitaires à montrer de gros progrès. Et surtout à l'automne, il a encore plus confirmé ses progrès. Et maintenant, il se retrouve à faire montre d'une balle rapide à 98 miles par heure. En plus de ça, il a montré une slider très 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 intéressante. Donc rien que ce 1-2 punch combo, quand on est un releveur, c'est très intéressant. Mais il pourrait pourquoi pas devenir un starter. Et il a montré une change-up apparemment de très bonne qualité. On parle d'une change-up qui serait entre guillemets de qualité Major League. Donc moi je peux pas vous dire exactement ce que ça veut dire. Enfin, on peut le traduire bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi personnellement, je peux pas vous dire dans ce que j'ai observé ce que ça veut dire, parce que sa change-up, c'est pas une balle qu'il utilisait beaucoup lors de la saison dernière. Très clairement. Pour finir ce top 10, j'ai envie de parler de Ethan Petry. Ethan Petry, c'est ce joueur qui, un peu à la Canarella, a fait une saison freshman exceptionnelle. C'était un des meilleurs freshmen de la nation il y a 2 saisons de cela. La saison dernière, en tant que sophomore, on attendait beaucoup de lui. Alors non pas qu'il est déçu, il a fait une saison somme toute très solide, mais en deçà de ce qu'il avait fait en tant que freshman. Quand je dis ça, c'est dans ses totaux. Puisque par contre, en termes de moyenne, c'est-à-dire vous savez, de moyenne à la batte, d'OBP, de slugging percentage, d'OPS, c'est quand même du très très sûr. Et sur 2 saisons, il est à 44 home runs. Donc c'est quand même très bon. Mais il a eu plus de home runs dans sa saison freshman que dans sa saison sophomore. Donc on va attendre de lui déjà qu'il reste en bonne santé, qu'il continue à progresser, à être une batte encore plus dominante du côté de South Carolina. On va voir aussi si quelque part il va faire montre de leadership, s'il va faire montre de qualité défensive très 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 intéressante, et s'il va faire montre donc voilà d'être plus qu'un joueur offensif, mais un joueur qui compte de chaque côté de la balle. Voilà pour le top 10. Il y a un joueur dont je voulais parler depuis tout à l'heure, et puisque je vous ai parlé d'Indiana, j'ai dit je vais sûrement vous parler d'un joueur, donc je vais quand même en parler. C'est Devin Taylor. Devin Taylor, à l'heure actuelle, on dit qu'il est, on va dire, top 11, donc juste après Ethan Petry. Devin Taylor, c'est un produit très intéressant du côté d'Indiana, c'est un joueur athlétique au possible. En tant que freshman, déjà, il avait réussi à, je pense, avoir le record du nombre de points produits du côté de la fac. Il en a mis 59, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'était le meilleur, voilà, c'est ce qui arrivait de mieux pour un freshman du côté d'Indiana. Il y avait Carter Madsen qui en avait mis 58 2 saisons auparavant. Et puis après, il faut remonter à 1988 avec Phil Dauphin, qui en avait mis également 58. En termes de home run pour un freshman, il avait terminé avec 16 home runs, ce qui est justement derrière Carter Mathison encore une fois. Enfin, ils se croisent du coup. Carter Mathison en 2022 c'était 19, bah du coup Devin Taylor c'est 16. Et ensuite en 2024, Devin Taylor explose tout. Alors, c'est depuis Alex Dickerson en 2010, le premier joueur de l'université d'Indiana à terminer avec au moins 20 home runs dans une saison. Il a ajouté à ses 20 home runs, je pense que c'est 54, je suis en train de rechercher, 54 points produits. Il a également scoré 67 runs. Il a eu 12 matchs avec plusieurs points produits dans un même match. Il a eu 30 matchs avec plusieurs coups sûrs dans un même match. Voilà, il a été très dynamique, très exceptionnel. Quand on sait qu'en plus, défensivement, via ses qualités athlétiques, il a un fort potentiel. Attention à la concentration, etc. etc. mais je veux dire, en termes d'outils athlétiques, c'est très très fort. Et donc voilà, c'est un joueur que je voulais highlighter, puisque s'il sort pas forcément des grosses facs de SEC ou de ACC, etc. etc. mais ça a été une sorte de leader aussi pour Indiana, qui a fait une très très grosse saison en Big Ten. Et Indiana va être attendu, parce qu'on les a retrouvés dans les regionals. On les a trouvés dans le regional de Tennessee, de Knoxville, la saison dernière. Et il a été d'ailleurs dans la All Knoxville Team. Vous savez, par regional, ils font aussi des All Team. Ils font des All Team partout, de toute façon. Si on commence à regarder chaque stade, vous allez voir qu'il y a des stats pour tout. Même pour le nombre de pâtes que vous avez mangé le soir. Bref.
On va s'arrêter là sur le truc des stats. Mais des fois, je trouve que trop de stats, tu la stats. Des fois, on peut trouver des stats pour tout. Mais bref, après ce petit aparté stats, voilà le genre dont je voulais parler pour finir. Bien sûr, on peut toujours faire du name dropping. Vous entendrez certainement parler de Henry Ford de UVA, Trey Phelps de Georgia, attention à lui. Nolan Schubart, j'en ai déjà parlé beaucoup la saison dernière parce que c'est un des gros potentiels de Oklahoma State. Donc voilà. On n'a pas forcément de two-way player un peu à la Carson Benji qui a été justement drafté par les Mets ou Jack Caglione. Mais on a potentiellement, je vous en ai parlé un peu plus tôt, Chris Arroyo qui vient du JUCO, qui est un two-way player, même si on l'attend beaucoup plus à la batte cette saison du côté de UVA, de ce que j'ai compris de la part de Brian O'Connor, que sur le monticule, mais à voir si on ne réserve pas une petite surprise à ce niveau-là. Voilou. Je pense qu'on a dépassé largement l'heure pour ce podcast. En tout cas, pour moi, ça fait plus d'1h30 j'enregistre et que j'affabule et que je me racle la gorge et que je critique les stats et compagnie. Donc, je pense qu'il est temps de s'arrêter là pour un épisode de rentrée. C'est quand même pas mal. Merci encore une fois pour tous les retours, tous les likes et compagnie que je reçois à chaque fois. Ça fait plaisir, ça fait aussi du bien parce que ça montre que voilà, ce qui est une passion pour moi est quelque chose que j'arrive à peu près à transmettre. En tout cas, j'essaye et je vais continuer à essayer autant que faire se peut. Et j'ai envie de vous dire que, comme je l'ai dit, l'actu va être chargée, donc vous attendez-vous à recevoir quand même pas mal d'épisodes d'ici la mi-février. Je ne sais pas encore dans quel ordre, à quelle fréquence, etc., parce qu'il y a le boulot, il y a beaucoup de choses à côté, mais en tout cas, je fais tout pour vous sortir le plus d'épisodes possible avant que ça commence, notamment des previews et compagnie. Donc restez aux alentours. Et sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Allez, ciao. Pretty well hit to center field.